N'hésitez pas à faire un don afin de continuer à faire fonctionner la chaîne avec des invités de qualité. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Pam et Philippe Lheureux. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. Aujourd'hui, j'ai voulu vous inviter justement pour qu'on puisse débattre sur la Grande Pyramide. Parce que je t'ai déjà reçu, Philippe, on a abordé le sujet par rapport à la Grande Pyramide. Et justement, j'ai voulu inviter Pam pour essayer de comprendre, parce que je pense que la Grande Pyramide, elle n'avait pas qu'une seule fonction, elle en avait plusieurs. Et juste après l'interview qu'on avait fait ensemble, il y a encore des questions à se poser sur ce sujet. Et donc voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire, avant de commencer, vite fait, ce que toi tu as découvert par rapport à la pyramide? Ouais. Grosso modo, la première chose que j'ai compris, si tu veux, c'est que tous les conduits de la chambre du roi, je m'excuse, je suis un peu essoufflé parce que je sors du Covid et j'ai eu du mal à reprendre un peu ma respiration. Mais les conduits de la chambre du roi, il fallait les remplir avec de l'eau pour actionner un mécanisme. Par contre, ça a été conçu comme ça. Et les 5 plafonds, si tu veux, quand l'eau elle remplit la chambre du roi, ça crée une pression au niveau du plafond. Et ils ont mis 5 niveaux de granit, c'est-à-dire 5 au plafond, pour lutter contre cette pression. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Les 5 niveaux de granit, il y a un certain espace entre les niveaux. Ça sert à caser une chambre secrète qui sera couverte par la prolongation des chevrons. Et ça, la chambre secrète, on sait aussi comment y accéder. Avec mes études, disons, on sait comment y accéder en passant par-dessus la grande galerie. Et ça arrive pile au niveau comment dire, des chambres de décharge sur le côté. Voilà, j'ai plus rien là. Ah. Ok. Alors, l'écran était devenu noir tout d'un coup.
Ok, Pam, est-ce que tu peux te présenter quelques minutes toi aussi? Eh bien, moi, je suis la mouche du coche qu'on traite de conspi chef. Ça, enfin, c'est mon public qui m'a hissé au titre supérieur et honorifique, car j'en suis fier. de conspi chef. Et oui, étant donné que depuis quelques mois, tous les complots et les conspirations qu'on a dénoncés depuis des années s'avèrent être vrais. Enfin, on a eu raison, en clair. Donc, je touche à tout ce qui est insolite et étrange, de l'archéologie interdite à l'ufologie, exopolitique, l'occulte et le deep state. Enfin, quant à moi, si je tolère le titre de conspi, c'est parce qu'effectivement, tous les sujets qu'on peut traiter ont tous un point commun quelque part et un effet commun, c'est qu'ils ralentissent l'évolution de la civilisation humaine. Ils la maîtrisent en bas, le plus bas possible, et ils la ralentissent. Par exemple, on a 100 ans de retard derrière les énergies libres de Nikola Tesla. Voilà, l'antigravité et plein d'autres choses. Et par exemple, pour l'antigravité comme pour les ovnis, le département de la défense américain vient d'admettre qu'effectivement, ils faisaient de la rétro-ingénierie d'ovnis et de leurs moteurs et qu'ils disposaient même de certains corps des anciens pilotes. Donc, je suis calme, tout va bien pour nous en fait. Aujourd'hui, on en arrive à presque devoir rassurer les gens parce qu'ils sont effrayés des fois. Il y a des sujets qui peuvent être inquiétants et il faut leur dire comme ça, ben vous inquiétez pas, c'était déjà comme ça hier. Vous n'étiez pas au courant, ça ne changeait pas votre vie. Aujourd'hui, vous êtes au courant, ben voilà quoi. C'est comme vous apprenez que votre voisin, finalement, il avait des mœurs particulières, mais jusqu'à présent, vous ne le saviez pas, ça vous gênait pas. Donc, maintenant que, maintenant que les choses sont claires, ben, prenez tout ça calmement. Mais par contre, on est en train de risquer. Ça dépend comment l'OMS et les autres vont continuer à magouiller, mais on est en train de risquer justement de pouvoir relever le niveau de la civilisation humaine et de pouvoir lutter contre la pollution, la pauvreté et énormément d'autres choses, ce qui va nous faire un bien fou, mondialement parlant. Ouais. Ok. Moi, ce qui me dérange un peu justement, on va aborder le sujet par rapport sur la pyramide, mais je vais parler en général dans l'archéologie. C'est que aujourd'hui, tu ne peux pas dire le contraire de ce que les officiels disent. Moi, c'est ça qui me dérange. Tu n'as pas le droit d'aborder quelque chose. Tu as toujours des spécialistes en tout. Et spécialistes, quand tu les vois, bah, toi, tu as une personne, il est spécialiste, il a 50 000 spécialités. Il sait mieux que tout, même encore mieux que Dieu. Et moi, ça me dérange parce que quand logiquement, quand tu es archéologue de base, quand tu fais des recherches, quand tu regardes, tu trouves quelque chose. Normalement, un archéologue va consulter ses confrères et tous ensemble, on se réunit, on se pose des questions pour savoir, pour se renseigner, pour dire est-ce que c'est vrai? Là, tu ne peux même pas débattre, la porte elle est close et on te dit non, non, c'est bon, allez, tu peux partir ailleurs. Moi, c'est ça qui me dérange. Moi, j'ai toujours cru qu'en science, si tu veux, le but, c'était de prendre la meilleure théorie possible. C'est-à-dire que tu prenais l'ensemble des faits observables et puis tu essayais d'expliquer ça. Et il y avait des théories automatiquement qui expliqueraient d'autres. C'est celles-là qu'il faut retenir. Et celles qui ne sont pas capables d'expliquer certains trucs, on les écarte. Moi, par exemple, là, j'ai foutu une bonne baffe à certains égyptologues. Comment dire, c'était hier ou avant-hier. C'est que, tu sais, il y a un passage, en fin de compte, qui relie la grande galerie à la chambre de Davison. La chambre de Davison, elle est située juste au-dessus de la chambre du roi. Et il y a un passage comme ça. Et ce passage-là, tous les égyptologues, depuis ça au moins presque 100 ans qui font ça, enfin même depuis Dormion, comment dire, qu'ils ont étudié le truc, ils ont dit que ce passage avait été créé pour aller vérifier la fissuration des poutres. C'est-à-dire, à un moment donné, soi-disant, les poutres du plafond de la chambre du roi ont craqué et ils ont creusé un passage. Alors, on sait que c'est les anciens égyptiens
parce qu'ils ont contourné les parties en granit. Et comment dire, par contre, ils n'ont rien colmaté. Ils n'ont rien colmaté. Alexa, stop. Ils n'ont rien colmaté. Et alors, l'idée la plus communément admise, c'est justement que les Égyptiens, ils ont été voir où en étaient les fissures avant de ressortir et rien faire, quoi. Et moi, je regarde ça et je vois qu'il y a des joints en plafond de la chambre. Et je me dis, la chambre, elle est fermée, il y a un joint autour, il y a des joints entre les poutres. Comment ils ont été faire les joints s'il y avait un passage pour sortir? Ouais. Mais ça fout tout en l'air. Cette réflexion-là, ça les a. Ils ont dit, c'est pas possible. Personne n'y avait pensé avant. Tu as une chambre qui est comme la chambre du roi. Enfin, les poutres au plafond, c'est comme la chambre du roi. Ils ont mis des joints de même nature que ceux de la chambre du roi en haut. Et ils ne se sont pas posé la question de savoir comment les ouvriers pouvaient sortir. Donc, ça veut dire que le passage, il existait avant même qu'il y ait des fissures. Et alors, ce qui est incroyable aussi, c'est quand tu vois les blocs de la pyramide, la plupart du temps, ils sont posés en quinconce. C'est-à-dire, il y a un décalage de joints. Et bien là, dans le couloir qui a été créé pour aller à la chambre de Davison, même si le couloir il part un peu en biais, tu ne crois jamais à un joint au plafond. Tu n'as jamais deux pierres collées l'une contre l'autre au plafond. Le truc, il est tout droit, sans aucun joint, sans rien du tout. Ça veut dire qu'il a été conçu comme ça dès le départ. Tu vois? Et donc, ces joints, on n'a pas pu les dater non plus, je suppose. Bah non, c'est de la pierre. Si tu veux, c'est du un ciment. Ça un truc qui se date au carbone 14. C'est de la chaux ou des trucs comme ça, quoi. Oui, non, mais des fois, dedans, on trouverait une paille, un animal, un outil. Oui, ça devait être de l'argile ou les. Et la plupart du temps, ils disaient que c'était de la. Comment dire, un peu comme de l'étoupe, là, comme qui servait au calfatage des coques de navires égyptiens. Oui. C'est un truc étanche. Mais moi, j'ai une question parce que à cette époque, quand la pyramide elle était terminée, donc on avait les parois qui étaient lisses et tout ça. Comment les gens avaient accès justement? Comment ils pouvaient rentrer dans cette pyramide? Parce qu'elle était lisse, on ne pouvait pas rentrer. Ils faisaient comment pour rentrer à l'intérieur? Déjà, à l'intérieur, normalement, il était censé y avoir une pierre basculante qui rentre. Bon, elle a été comment dire, enlevée. Ils ont imaginé une pierre basculante. Mais si la pyramide était lisse, il y a quand même l'entrée de la descendrie. Elle est automatiquement quelque part, l'entrée de la descendrie. Puis en plus, on ne sait pas trop comment était la pyramide à l'extérieur. Tout le monde se l'imagine qu'elle est lisse, mais si ça se trouve, il y a des escaliers, par exemple, qui montaient jusqu'au conduit de la pyramide. Ça, personne ne peut le vérifier. D'accord. S'il y avait un chaîneau périmétrique au niveau des conduits de la chambre du roi avec deux bouchons, le gars, il montait, il enlevait les bouchons, il attendait une pluie d'orage. En 7 minutes de pluie d'orage, la chambre du roi, elle était complète. Elle était remplie complètement d'eau et ça activait le mécanisme. Il n'y avait même pas besoin de monter de seau d'eau. Il suffisait juste d'attendre qu'il pleuve. Tu vois. Mais ça, on ne peut pas le savoir parce que comme le revêtement de la pyramide a sauté, on ne peut pas savoir comment c'était à l'origine. C'est ça. Pam, vas-y, tu veux dire quelque chose? Oui, volontiers. Philippe, est-ce que tu imagines que sur le parement extérieur de la pyramide, il y a déjà dessiné deux grigoles qui allaient vers, respectivement, donc d'un côté et de l'autre, en V, qui allaient récupérer toute la pluie qui tombait sur le reste du toit pointu, hein, et la mener vers les évents extérieurs de ces conduits qui mènent à la chambre du roi. On va l'appeler la chambre du roi, hein, la grande, enfin, on va dire. On peut l'appeler la chambre haute. Oui. Bon. Il y a la chambre souterraine, la chambre médiane et la chambre haute. Et tu penses que donc il y avait des gouttières quelque part faites dans le parement qui servaient à. C'est possible qu'il n'y ait rien qui empêchait de mettre une gouttière. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont fait ou est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Je dis, comme le revêtement il a sauté, plus personne ne peut savoir si cette gouttière existait ou pas, quoi. Parce que tu dis, elle se remplissait en 7 minutes. D'un autre côté, moi, ce qui m'amuse le plus, c'est de voir qu'à l'heure actuelle, on va dire aux gens, ah, mais tu te rends pas compte, monter 284 mètres cubes d'eau là-haut,
c'est compliqué, etc., etc. Ils étaient à une époque où les mecs, ils montaient des pierres de 2,5 tonnes à la même hauteur sans aucun problème, tu vois. Donc, est-ce que tu crois franchement pour les Égyptiens de l'époque, monter de l'eau, ça peut se monter par saut de 10 litres. Est-ce que c'est plus compliqué de monter de l'eau que de monter des pierres? Là, ils ont été monter des pierres de 60 tonnes. Les poutres de la chambre du roi, par exemple, elles font 60 tonnes. Ils ont été monter ça à 60 mètres de haut. Alors, quand on me dit que c'est impossible de monter de l'eau, je veux bien, mais bon, il y a un truc qui ne va pas quelque part dans le raisonnement. C'est peut-être impossible pour nous, mais pour eux, c'était loin d'être impossible. Oui, oui. En plus, là, je suis en train d'imaginer 2 poulies et un système qui monte l'eau avec des godets, hein, comme on ferait maintenant dans les sablières ou n'importe où. Un système tournant qui d'un côté monte à plein et de l'autre côté monte à vide, descend à vide. Mais il y a peut-être un autre système. Qui aurait pu prendre l'eau au pied de la pyramide au cas où, parce qu'il me semblait qu'effectivement, elle pouvait à un moment baigner dans l'eau, celle-ci. C'est un peu difficile quand même. Ils ont, soi-disant, il y a eu beaucoup de dessins qui montrent qu'au pied de la pyramide, il y avait un espèce de un tour avec un fossé rempli d'eau. Mais moi, ce que je sais, c'est surtout que la pyramide, elle est à 30 mètres au-dessus du Nil, quoi. Elle est sur le haut d'une colline, à 30 mètres au-dessus du Nil. Donc, avant qu'elle ait les pieds dans l'eau, même, c'est calculé, j'ai regardé, si par exemple la totalité de la glace de la Terre fondait, le niveau des mers, il monterait de 60 mètres. Or, ça arriverait juste au pied des pyramides. C'est-à-dire qu'à 1 mètre près, disons, si la mer elle montait, qu'il n'y avait plus d'eau dans les glaces, dans l'Antarctique ou dans l'Arctique, et que tout était fondu et que toute l'eau arrivait dans la mer, il y aurait une élévation du niveau de l'eau de 60 mètres et ça ne suffirait même pas à faire en sorte que la pyramide touche l'eau. Ce qui veut dire que, en réalité, comme les conduits sont, je ne sais plus, 84 mètres plus haut, les embouchures, c'est-à-dire que là, ce n'est pas un déluge qui pourrait remplir les conduits. Parce que finalement, déjà, le déluge, l'eau, elle monterait par le bas, et donc ça noirait la chambre souterraine, ça noirait tout un tas de trucs avant d'arriver dans les conduits. Mais ça ne peut même pas monter jusqu'à là, puisque déjà, rien que l'ouverture de la descendrie, elle est à 7 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc c'est foutu, il n'y aura pas de déluge. Pour moi, il y a la datation de la pyramide qui permet de la placer à un moment où on estime que le Sahara était vert et qu'il y avait beaucoup plus de verdure. Donc effectivement, il pouvait y avoir des orages, etc. Oui. Et à ce moment-là, s'il y a de l'eau qui arrive à proximité, ou en tout cas, on peut l'amener à proximité, parce que pareil, pour les 30 mètres avec une grande roue à aube, plusieurs systèmes, on pourrait imaginer remplir le canal et finir par ceinturer la pyramide d'eau en provenance du Nil. Et puis cette eau-là, quand on arrive à la monter, elle pourrait descendre vers la chambre souterraine et là permettre ce que certains disent, se servir d'un système de pompe Bélier. C'est-à-dire que, vous connaissez le système des pompes Bélier tous les deux? On fait tomber d'une chute d'eau d'à peu près quelques mètres, mais enfin on va dire 1 mètre, avec un système de compression d'air et ça pousse l'eau à 8 mètres. Le problème de la pompe Bélier, si tu veux, c'est qu'il faut qu'il y ait une pente et un truc continu sans que ça soit bouché au bout. Alors que là, c'est bouché par la chambre souterraine. Alors si tu mets de l'eau en haut, l'eau elle va couler jusqu'à la chambre souterraine. Et une fois que la chambre souterraine sera remplie, le bélier ne fonctionnera plus. Donc, si tu veux, moi j'ai c'est pas fait pour faire une pompe bélier, la pyramide. Moi j'ai une question. Et justement, je me pose la question de savoir pourquoi remplir la chambre de flotte alors que tu peux l'utiliser qu'une fois. Parce qu'une fois que tu as évacué l'eau, c'est-à-dire que la chambre secrète ou là-haut, quand le sable sera évacué, qui va faire ouvrir la petite trappe et monter là-haut, on peut dire que ce système, il est inutile après. Ouais, et il a été conçu pour être ouvert une seule fois. C'est tout, c'est un système, si tu veux. La pression appuie sur les murs, elle appuie sur le plafond, elle appuie sur le sol. Bon, les murs de la pyramide, ils sont maintenus, sauf à un endroit, c'est à l'endroit où il y a l'antichambre. Donc là, ils ont mis un énorme linteau pour reprendre les effets de la pression et le renvoyer de chaque côté. Et après, il y a en bas, il y a une pierre là où la pression est maximum.
il y a une pierre qui peut s'enfoncer. Il y a C'est une sûr. pierre qui est à un taux et cette pierre, elle peut s'enfoncer. Et après, on peut dire, ça, on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe derrière. Est-ce que cette pierre, en s'enfonçant, libère, mettons, une autre pierre qui vient casser une poterie et qui fait descendre les herses? C'est-à-dire que pour la libération de l'eau, il n'y a aucun intérêt à ce que l'eau, la chambre du roi, reste sous pression en permanence, si tu veux. Donc, il y a un moment, il faut faire descendre les herses pour libérer l'eau. Et l'eau, après, elle court dans la grande galerie. Elle va dans le couloir ascendant, elle rebouche un des bouchons de granit dans la descendrie et elle repasse aussi par le puits jusqu'à la chambre souterraine. Ça permet aussi de voir que le mécanisme a fonctionné. C'est-à-dire quand le bouchon de granit est repoussé dans la descendrie, on ne peut plus avoir accès à la chambre souterraine. Bon. Et D'accord. depuis la chambre souterraine se vide petit à petit par imprégnation du sol alentour, je suppose. Ou elle est en contact avec tous les réseaux d'eau aquifères qui sont sous le plateau de Gizeh. Bah ouais, enfin, c'est vrai qu'il y a tout un tas de, comment dire, de trous dans le plateau qui sont remplis d'eau, en fin de compte. Ils ont Il y avait un vieux guide, là. Il y avait un vieux guide qui se rappelait avoir nagé quand il était petit là-dedans. Ouais, bah ouais, il y a tout un tas de, comment dire, de systèmes, disons. Alors, je ne sais pas si c'était pour boire ou pour autre chose, mais il y a tout un tas de systèmes comme ça où il y avait de l'eau claire en plus, c'était pas de l'eau boueuse. Tu vois? Parce qu'à l'arrière, on peut s'imaginer que dans la pyramide, on verse carrément de l'eau du Nil, c'est-à-dire de l'eau bien boueuse. Alors, il me semble qu'ils avaient peut-être trouvé des restants de micro-organismes aquatiques ou des algues dans la chambre du roi, dans la grande chambre. Non, mais on a trouvé du limon dans les conduits de la chambre de la reine. C'est-à-dire, dans les conduits de la chambre de la reine, on a trouvé, il y a des conduits, par exemple, qui sont tachés sur la surface. Et en bas, il y a comme de la boue. Et autour du conduit, le conduit qui était blanc en calcaire, au lieu d'être blanc, il est couvert de boue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a été rempli d'eau boueuse. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont fait des essais dans ces, comment dire, dans ces conduits-là, un essai de pression ou un truc comme ça? Il semblerait qu'il y ait dans un seul conduit, mais voilà quoi. Mais par contre, pour éviter que l'enclenchement se fasse n'importe quand, n'importe où, avec, tu sais, comme on a dit, un conduit qui récupère les eaux de pluie, il fallait quand même avoir un bon système à un bon moment pour dire, voilà, on va l'enclencher à tel moment. Parce que quand il pleut, on peut penser que quand il pleut à cette époque, ça pouvait remplir la chambre du roi. Tu avais des bouchons. Comment dire, à l'époque, tu as des bouchons aux extrémités des conduits. Des bouchons qu'il fallait enlever, si tu veux, pour pouvoir accéder à la. Enfin, pour faire en sorte que l'eau puisse rentrer dans les conduits. Tant que les bouchons n'étaient pas enlevés, l'eau ne rentrait pas. D'accord. Alors, dans l'hypothèse où il y a une chambre cachée qui sera dégagée et accessible, enfin, oui, si on peut dire, parce qu'il aurait fallu rentrer déjà dans la pyramide pour être à proximité, mais enfin bon, je ne sais pas, on imagine. Donc, on remplit d'eau, ça pousse la pierre et ça dégage un passage vers une pièce secrète. Et on ne peut le faire qu'une fois. Donc, ça signifie que, si j'imagine, j'élucubre, on va dire presque. Si on remonte l'âge de la pyramide à au moins 10 500 ans ou 12 000 de plus, hein, parce que cycliquement parlant, ça fait plusieurs fois où le sphinx va aussi pointer vers la constellation qu'il est censé regarder. Mais l'érosion des pierres démontre qu'elles sont bien de l'époque que les égyptologues ont daté. Alors, en plus, ils ont fait des datations au carbone 14 de certains trucs qu'ils ont trouvés. Non, mais le carbone 14, il faut ignorer. Il faut arrêter, c'est trop faux. Il y en a d'autres. 50 ans près, disons, ça donne à peu près le chiffre. Mais bon, quand tu vois l'érosion de la pierre, quand tu regardes la pyramide d'à côté qui a encore son chapeau, la pyramide de Képhren, tu t'aperçois que si jamais elle avait 12 000 ans, elle ne serait pas dans cet état-là. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas des trucs qui ont 12 000 ans. C'est assez récent, finalement. C'est assez récent, d'après toi. Moi, parce que, d'un autre côté, un pharaon généreux aurait pu faire un peu de la restauration
voyant que c'était désagrégé. Oh, mais tu veux voir restaurer un truc comme ça Bah. comment dire, à la hauteur où c'est, et puis comment dire, compte tenu de la manière dont sont montées les pierres, Alors, si tu n'as pas de restauration possible. Compte tenu de la manière dont sont montées les pierres. Alors, moi, dans les sujets de prédilection, il y a aussi le remote view, la vision à distance, qui permet de faire des enquêtes sans limite de temps ni d'espace. Et il y a aussi des hypnoses régressives qui permettent aussi un peu le même genre de choses. Et ce qui me plaît, c'est de recouper toutes ces informations et de voir le tronc commun qu'on peut avoir de façon à avoir des renseignements qui soient le plus fiables possible, hein, parce que je ne veux pas équilibrer dans le vide tout le temps, jamais même. D'ailleurs, je préférerais avoir tout le temps raison, évidemment. Donc, là-bas, grâce à eux, on a estimé qu'il y avait 3 espèces qui étaient autour de la construction des pyramides. Il y en avait une humaine, pas très dégourdie, et 2 autres espèces exogènes, dont une, on va dire, très architecte, et l'autre plutôt ouvrière. Et à ce niveau-là, il y avait l'antigravité et il n'y avait pas de genre de problème pour transporter sur 900 km des pierres de 30 tonnes ou pas, quoi. Ils maîtrisaient ça. Ce que je pense surtout, si tu veux, c'est que ces mecs-là étaient beaucoup plus évolués au niveau cérébral que nous. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être pas tout un tas de trucs, mais au niveau du cerveau, ils avaient des possibilités, comment dire, autres que nous, quoi. Oui. Alors, on n'a jamais trouvé les plans de la pyramide ni quoi que ce soit, mais si ça se trouve, ils avaient ça dans la tête. Oui, en effet. On se rappelle. Il suffisait qu'ils avaient une mémoire photographique et qu'ils avaient des possibilités cérébrales nettement supérieures à nous au niveau de la mémorisation, qui fait qu'ils pouvaient faire tout un tas de trucs que nous, on ne pouvait pas faire. Ouais. Et puis on n'oublie pas qu'il faut être d'une précision incroyable. Ils ont une précision hallucinante, que ce soit pour l'orientation, que ce soit pour les pierres jointives, que ce soit pour la dimension, que ce soit pour les angulations, que ce soit pour le respect des distances à d'autres points où on trouve maintenant des multiples de phi, des multiples enfin, c'est vraiment, tout est calculé à un tel point qu'on se demande qu'est-ce qu'il y avait d'abord, le système pyramidal ou la planète. Mais il ne faut pas oublier aussi que un point important, c'est que au fil de la montée de la pyramide, ils n'ont pas creusé pour faire les tunnels et autres. Ils ont fait en sorte, tu sais, pour monter le mur, parce qu'ils n'ont pas fait des marteaux et des burins pour faire les chambres secrètes, la grande galerie. Ça a été monté au fur et à mesure, des couches. Donc, il faut avoir une mémoire. Il faut avoir de l'intelligence, il faut avoir un petit peu plus évolué que nous. Donc forcément, tu vois, il y a plein de choses qui se disent. Moi, je ne crois pas à l'histoire du changement de plan. C'est-à-dire pour les archéologues, ils auraient construit la chambre souterraine en premier pour mettre la dépouille du pharaon s'il a même le mec qui clamsait avant, quoi. Et après, comme il n'était pas mort, bah, ils ont créé la chambre de la reine. Et après, comme il mourait toujours pas, le mec, eh ben, ils ont créé la chambre du roi. Enfin, ouais, bah oui. C'est n'importe quoi. Le mec, il se fait faire 3 tombeaux dans une seule pyramide et en plus, il n'en utilise aucun au final, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai abandonné la théorie des tombeaux depuis que, en plus, dans la vallée des rois, on a retrouvé toutes les sépultures. Ouais. Et Philippe, justement, je voulais te poser la question, toi, par rapport, qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, je pense que c'est pas une théorie, je pense que la chambre secrète, elle se trouverait au niveau des 5 faux plafonds. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette théorie? Comment dire, qu'est-ce que trouve à l'ouest des 5 plafonds? Non, moi, je penserais qu'elle se trouverait vraiment vers ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends un appareil pour voir par radar et autres, on peut tout voir. La seule chose qu'on ne peut pas voir, c'est cette fameuse chambre secrète qu'on n'arrive pas à trouver. On ne voit rien. C'est pas ça ce qui s'est passé. En réalité, la chambre secrète, elle est à l'ouest des 5 plafonds. Tu vois la chambre de Davison, au-dessus, tu as des poutres. Ils ont espacé les poutres jusqu'à une certaine hauteur. Et après, le dernier niveau de poutre, il se situe entre les chevrons, comme s'il y avait une limite de hauteur à pas dépasser.
Et en fin de compte, la poutre, elle est sur le côté, enfin, la chambre est sur le côté, et elle est couverte par la prolongation des chevrons. Les chevrons continuent vers l'ouest, si tu veux, et couvrent la chambre. Et c'est une chambre de même dimension que que la chambre du roi. Enfin, mais qui se trouve carrément à l'ouest. Et si on, Et toi, Pam? Tu aurais si on un les plan, voit s'il pas te sur les plaît, à muons, mettre à l'écran. quand on les voit pas sur les muons et tout ça, c'est parce que là où ils ont passé, où ils ont placé leur machine, il y a ça fait un écran entre enfin, je veux dire, les 5 plafonds. Ça fait déjà un vide et ça fait un vide devant un vide, ce qui fait que tu vois rien du tout, quoi. Et quand tu as un vide devant un vide, tu vois pas le vide. Oui, ok. Est-ce Ouais, que tu aurais un plan qu'on pourrait mettre à l'écran? En bas, c'est difficilement détectable. Pam, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'aimerais bien que tu nous mettes un plan à l'écran de façon à ce qu'on puisse visualiser un peu mieux. Parce que Philippe, toi, tu la connais par cœur. Avec ce truc-là. Attends, peut-être je regarde. Il y a un truc présenté, peut-être, je sais pas. Oui, présenter. Ça doit permettre de Oui. partager l'écran, oui. Fichier vidéo, diapositive. Ah ouais, il n'y a pas de diapositive. Alors, c'est votre ordinateur. Je regarde. Je ne sais pas si on peut importer un fichier, on va voir. Parce que j'ai dans les images, j'ai tout un tas tout un tas de photos, tout un tas d'images et tout, mais bon. Je vais t'en trouver une belle. Oui, parce qu'on trouve ailleurs sur la planète les mêmes, je vais appeler systèmes pyramidaux parce que c'est un complexe de mégalithes. Là-haut, il y en a au moins 6, mais il y a d'autres configurations de pyramides ou de temples style pyramidaux en créneau en Amérique centrale Ouais. ou ailleurs, où on retrouve la même idée d'implanter ça selon des configurations qui correspondent à certaines constellations, dit-on. Donc, moi, il y a un truc qui m'a hyper étonné, c'est quand j'ai vu le parement de la pyramide de Mykérinos. Cet parement, il est en granit. Le bas est en granit, quoi. Et quand tu vois, il y a un truc qui est bizarre, c'est que c'est les mêmes genres de pierres, le même genre d'assemblage que tu retrouves à Cusco ou à des endroits comme ça. Un livre de Philippe Lheureux et Stéphanie Martin. Pour la plupart. Oui. Alors, Ouais, on a trouvé dans les corps des momies, des pharaons, du tabac et de la cocaïne. Ce qui prouve deux choses, vu que ce sont deux plantes qui sont plutôt d'Amérique centrale ou du Sud, ça prouve qu'ils communiquaient en tout cas entre eux, où il y avait du commerce, ou à une époque il y avait de la coke et du tabac en Égypte, mais ça j'en doute un peu. Ouais, Est-ce que tu penses que cette photo, elle te va? Oui, très bien, merci pour moi. C'est pas du tout la même époque. C'est pas du tout la même époque. Alors, s'il y a pu se passer, c'est une espèce de civilisation. Ce qui est bizarre, c'est que toutes ces civilisations-là, elles ont disparu, elles n'ont pas terminé le boulot qu'elles devaient faire. Par exemple, la pyramide de Mykérinos, elle n'est pas terminée. Il y a tout un tas de trucs à Olette Tambo ou je sais plus, au Machu Picchu, où ils ont laissé les trucs en plan comme ça, comme s'ils avaient été dévastés soit par une épidémie, soit par quoi que ce soit. Mais à chaque fois, ils n'ont pas terminé leur construction. Tu vois. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est des grandes civilisations. Ils ont une technique qu'on retrouve, pareil, enfin, des pierres avec des bosses. Il y a des bosses sur les pierres. On retrouve ça en Égypte, on retrouve ça là-bas, même pas à la même année. Et alors, ça pourrait s'expliquer par, je sais pas moi, si tout un tas de gens se réincarnaient, par exemple, avec leur savoir, et sautaient des années, tous les 500 ans qui reviennent sur Terre, les mecs, et ils font leur truc, et après, ça disparaît, quoi. Ils laissent une trace de leur passage, mais voilà, quoi. Après, il n'y a plus rien. On a trouvé sur le plateau de Gizeh des marques dans la pierre qui prouvent qu'il y a eu soit un flash solaire, soit une guerre à coups de laser et de plasma, d'armes à plasma. Et il y a des grandes statues
elles ont pris la vague de face. Elles ne sont pas touchées derrière, par exemple. Et celle qui lui tourne le dos, elle est touchée derrière, elle n'est pas touchée devant. Donc, il y a eu une vague de chaleur très forte, un plasma ou un flash solaire. Pour le Soleil, ça se produit régulièrement, soit tous les 12 000 ans, soit tous les 6 000, soit tous les 1500. Et donc, on peut imaginer, effectivement, ils reviennent, ils commencent à construire, ils essayent de faire quelque chose pour préserver, parce qu'une pyramide, dans un système de pyramides tout autour de la planète, on peut imaginer que ça puisse être des génératrices afin de créer un champ de protection électromagnétique qui va à ce moment-là être un déflecteur pour les jets solaires, les vents solaires et les autres effets de la micronova solaire. Moi, je sais pas, je sais que ça se produit à peu près tous les 500 ans. Justement, par rapport à la photo que j'ai mis, à quoi pouvait servir la chambre souterraine? À recevoir le sable et l'eau du mécanisme. Parce que quand la pierre dans la chambre du roi, elle est repoussée, ouais. il y a un conduit vertical. Là, il y a un conduit vertical qui part juste de là. Je ne sais pas si on voit ma souris. Oui, on le voit, oui. Il y a un conduit vertical qui part de là, qui passe à côté de la chambre de la reine, un peu derrière, quoi, et qui arrive en plafond de la chambre souterraine, là où il y a une marque. Alors là, il y a un scoop aussi. C'est qu'il y a un gars qui m'a dit qu'au niveau de la thermographie infrarouge, ils avaient détecté le conduit. Le fameux conduit vertical dont je parle, il semblerait qu'il existe vraiment, quoi. Donc, tu vois, et ça veut dire que… Pour mon histoire de pompe Bélier, c'est par ce conduit vertical que remonte l'eau qui peut être propulsée là-haut. Et il y avait autre chose. Lors du coup de Bélier, la configuration, mais le relief du plafond de cette chambre souterraine, qui est très bizarre. Il n'est pas du tout lisse et homogène. Il est bizarre. Donc, je me demandais si quelqu'un n'avait pas imaginé, par ce biais de coups de pompe Bélier et un domptage, si ça se dit, une maîtrise. En réalité, la pompe Bélier, ça ne marche pas parce que tu n'as pas un courant continu. Une fois que tu arrives dans la chambre souterraine, tu la remplis et c'est terminé. Oui, c'est pas grave, parce que du coup, on a monté l'eau qui était nécessaire. On n'en a plus besoin pour le moment. On ne va beaucoup. Tu vas pas en monter beaucoup. Hein, tu as plus fait de la montée au solo, presque. Est-ce que la chambre, justement, la chambre souterraine, elle était de la même proportion que la chambre du roi? Elle est plus grande, elle est beaucoup plus grande. Voilà, tu vois, elle est plus grande, c'est bien ça. L'intérêt de la chambre souterraine, dis Dieu, si elle n'est pas terminée, c'est parce que c'est un volume de rétention pour le sable et l'eau du mécanisme. C'est une chambre qui n'est destinée qu'à recevoir de l'eau ou du sable. Donc automatiquement, ils n'avaient pas besoin de la finir, de la fignoler. Un truc comme ça, tel qu'elle est en l'état là, ça suffit amplement. Du moment qu'ils avaient le volume pour l'eau et le sable du mécanisme, c'était même pas la peine de continuer à creuser plus loin. D'accord. Je vais continuer bêtement avec ma pompe Bélier là, parce que j'ai pas fini. Lors du choc de compression, grâce à ce plafond particulier, il y a une hydrolyse de l'eau qui se fait, qui sépare l'oxygène de l'hydrogène. Il y en a un qui remonte, parce que ce sont deux gaz différents. Il y en a un qui va prendre le conduit vertical, et je pense que c'est l'hydrogène. Il se stocke dans la chambre du roi. Un jour, ça a trop pété, et c'est ce qui explique que tout est fissuré. Parce qu'une explosion à l'hydrogène là-dedans, c'est terrible, quoi. Une explosion à l'hydrogène, ça a une puissance incroyable qui explique les 5 plafonds, les chevrons et tout le reste aussi. Ouais, mais quand tu étudies le truc, si tu veux, c'est pas comme ça que ça s'est passé, parce que les premiers explorateurs, ils ont fait un récit, ils ont fait des dessins de tout ce qu'ils voyaient. Et à l'époque des premiers explorateurs, en 1700 et des poussières, les poutres du plafond n'étaient pas fissurées. Il fallait aller à l'intérieur de la chambre de Davison pour voir que quelques poutres étaient soi-disant fissurées et qu'ils disaient que ça avait fait ça avait joué son rôle protecteur. Ils disaient parce qu'il y a quelques poutres qui se fissuraient. Mais dans la chambre du roi, toutes les poutres, elles sont décrites comme intactes. Ils disent l'appareil est admirable, rien n'a bougé, rien ne s'est déplacé depuis le début des temps, etc. etc.
C'est pas ce qu'ils auraient dû. Ils avaient vu que les poutres étaient cassées. Tu vois. D'accord. Donc après, il y a autre chose de spectaculaire, c'est que ces poutres, elles ont 3 faces, ou peut-être même les bouts, qui sont lisses, mais pas le dessus. Ouais, tu sais pourquoi? Ben moi, je pense que c'est pour obtenir une certaine résonance. Comme un xylophone, on enlève du bois tant que le son n'y est pas, mais que dès qu'on a atteint le son, hop, on arrête. Non, ça ne change rien, c'est pas des touches de piano. Hein. C'est du, comment dire, c'est du granit. En réalité, ce qui s'est passé, si tu as avec les chevrons au-dessus, ils enlèvent le poids. Et après, ils ont besoin d'un certain poids pour compenser les effets de la pression. Donc, ils sont obligés de mettre des poutres et de surdimensionner ces poutres. C'est-à-dire de mettre des poutres qui sont les plus lourdes possibles, parce que si tu veux, la pression en dessous soulève 1862 tonnes. Donc, il faut mettre un peu plus de 1862 tonnes au-dessus pour compenser les effets de la pression. Donc, ils ont mis des grosses poutres. Et les poutres, comme le granit est dur à tailler, ils les ont taillées sur 3 faces. Parce qu'il y a une face qui ne servait à rien, donc ils ont mis ça sur 3 faces, et ils ont laissé l'autre brute de carrière, parce que ça servait à faire du poids, c'est tout. Mais voilà, c'est le seul but, c'est c'est pareil, on peut dire, ils ont fait, comme c'était dur à tailler, ils ont fait une économie d'énergie en les taillant sur 3 faces, mais une grosse perte d'énergie en les surdimensionnant. En réalité, les poutres, il n'y avait besoin que de 50 cm. 2 rangées de poutres de 50 cm, ça suffisait à la fois pour faire la rehausse, et en plus, ça aurait supporté la pression de la chambre du roi. Donc là, des grosses poudres comme ça ne sert à rien. Par contre, ça se serait soulevé. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas mettre, ou alors il aurait fallu les encastrer énormément, mais quand on encastre des poutres comme ça, l'intérêt c'est que les poutres elles soient articulées, parce que sinon, au moindre tassement, elles cassent. Donc pas de sable. Elles sont cassées, les poutres, c'est parce qu'il y a des qui ont été utilisés de la poudre noire dans la pyramide pour aller creuser tout un trou à droite le long de la chambre du roi, si tu veux, en haut. Il y a un gars, un caviglia, là, qui creusait les trous Donc, automatiquement, il a reporté. Quand tu creuses un trou, tu as juste sous les chevrons, et ben le poids, il s'est reporté sur les poutres. Et finalement, ça s'est cassé. Justement, j'ai une question à vous poser à vous deux. Quand je regarde la photo, je vois que la chambre de la reine, elle est vraiment centrée et la chambre du roi, elle est vraiment décalée par rapport à la chambre de la reine. Ah oui, c'est pour faire passer le conduit. Pour faire passer le conduit. Parce que la chambre de Sainte-Hélène, elle est entre la chambre de la reine et entre la chambre du roi. Et la chambre de la reine, elle est pile au milieu de la pyramide. Elle est dans l'axe. Et autre chose, mais là, ça fait intervenir quelque chose qui a rapport aux ondes de forme, à la biogéométrie. Et je fais un rappel du docteur Ibrahim Karim, qui a écrit un bouquin Vers un futur pour l'humanité, où il retraite de toute cette biogéométrie et de l'utilisation qu'en faisaient les anciens Égyptiens. Et il dit que dans la distribution des énergies, si on est au centre de la pyramide, ce n'est pas l'endroit qui est le plus favorable, voire même il est peut-être négatif, étant donné qu'il est irrigué, si on peut dire, par ce qu'on appelle le vert négatif. Donc, étant donné que j'estime que cette chambre et sa perfection géométrique sont polies et tout ça, ainsi que le sarcophage, qui n'est pas un sarcophage, qui est un coffre, je dirais, servait parfois à un travail énergétique, harmonique ou autre, il serait là, à ce moment-là, intéressant d'éviter d'être dans le rayon vert négatif, qui est d'une part, parce qu'on se rappelle qu'à une époque, si on mettait une lame de rasoir émoussée dans la pyramide, le tranchant serait affûté. Donc, il y a là un phénomène particulier de négantropie. Non, mais tu penses bien, par exemple, que vu le nombre de touristes qui passent dans la chambre du roi, et il y en a une pétée, hein, chaque jour, il y en a au moins 2000 ou 3000, si c'est pas plus, qui passent par la chambre du roi. Si vraiment il y avait des ondes de forme, des trucs, bah, les gens, ils ressortiraient à moitié dingues ou à moitié avec des problèmes, des trucs, comment dire, Oh, c'est pas aussi rapide, je sais pas. Hein.
passe strictement rien, quoi. Et puis peut-être qu'il manque effectivement quelques pièces dans ce mécanisme statique, globalement statique. Il manquerait aujourd'hui des pièces. Ben, pourquoi est-ce qu'il est vide, le coffre? Et j'avais entendu parler que les dimensions internes du coffre, là, correspondaient aux dimensions externes de l'Arche d'Alliance. Oh, bah, je ne sais pas exactement. Et du coup, comme Moïse Akhenaton a quitté l'Égypte, s'il s'est fait poursuivre par Pharaon, c'est parce qu'il s'est barré avec l'Arche d'Alliance. Ouais, mais la pyramide était déjà fermée quand l'Arche d'Alliance elle a été créée, si tu veux. Quand les Égyptiens, enfin, Moïse et tout, ça devait être vers 500 ans avant Jésus-Christ ou des conneries comme ça. L'autre, c'est 2500 ans avant. Donc, elle était déjà fermée depuis belle lurette. Donc, ils n'auraient pas pu aller mettre une arche d'alliance à l'intérieur d'un truc qui était fermé. Oui, d'accord. Ok. Moi, j'ai une question. J'ai une question par rapport à la grande galerie. Parce que, à part servir pour faire évacuer de l'eau, à une telle hauteur comme ça, à quoi elle a pu servir? Parce que quand tu regardes vraiment la hauteur, c'est un vraiment phénomène incroyable. Il y a plusieurs fonctions dans la grande galerie. La première, c'est de faire une économie de pierre, parce qu'en fin de compte, toutes les pierres que tu vois dans le vide, elles n'ont pas été mises, donc ça fait une économie de pierre. Après, la deuxième, le haut de la grande galerie, tu remarqueras qu'il fait 2 coudées de large. Et 2 coudées, c'est la largeur standard d'un couloir en Égypte. Et donc, tu peux t'imaginer qu'au-dessus de la grande galerie, il y a encore un autre couloir au-dessus qui passe, et que le plafond de la grande galerie ne fait que supporter un couloir qui, lui, va jusqu'à la chambre secrète. Donc, ça sert déjà à ça. En plus, après, tu as la reprise de la soupape de sécurité. Tu as le fait que la grande galerie, c'est comme un égout en pente, avec 2 banquettes latérales et une cunette centrale, que ça emmène l'eau à la fois vers la chambre souterraine et à la fois vers le couloir ascendant. Donc, ça a plusieurs fonctions. Tu vois, mais la fonction, disons, primordiale, c'est avant tout de reprendre la soupape de sécurité et de supporter le couloir d'accès à la chambre secrète. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est en bon état, que le plafond de la chambre de la grande galerie, il est en bon état parce qu'en fin de compte, il n'y a rien au-dessus. Ok. Pam, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, de la grande galerie, on avait, je ne sais pas si c'est Christopher Dunn qui avait élaboré ça ou quelqu'un d'autre. On avait estimé qu'il y avait moyen, il y a un travail autour de l'eau dans cette pyramide, en fait. Et là, il y a un moyen de faire une sorte d'évaporation qui fait que l'eau vient se condenser sur les parois verticales des escaliers montants et ne va pas user la dite pierre en redescendant parce que à chaque fois, elle est dans un dévers, donc elle tombe directement en bas. Et cette eau, elle a séjourné dans la pyramide, soit elle a donc pas bélier, mais bon, elle a quand même séjourné dans la pyramide. Et on sait que les produits qui séjournent dans la pyramide se voient énergétiquement rehaussés. Si on met des graines avant de les faire germer, on les entrepose un moment, quelques jours, dans une petite pyramide ou une grande, mais enfin, tant que les dimensions sont bien calculées, on voit leur nombre de germinaisons passer de 4 sur 10 à 7 à 8 sur 10. Et en plus, la qualité du grain est meilleure, ça pousse mieux, etc., etc. Donc, que ce soit les grains ou l'eau, cette eau, une fois qu'elle a séjourné dans la pyramide, elle en ressort et elle permet d'irriguer tout l'alentour et même d'être d'usage domestique pour la population qui ainsi jouit d'un accru au niveau agriculture ainsi que de la santé. Ouais, ça peut être. C'est vrai, c'est une très bonne analyse parce que c'est vrai que quand tu réfléchis, une fois que l'eau elle est évacuée de l'intérieur, on suppose qu'il y a déjà quelqu'un qui est à l'intérieur, donc il récupère l'eau et il fait germer des plantes à une rapidité parce que, comme on dit, une plante commence à se développer dans le noir, il fait noir à l'intérieur. L'eau, elle est peut-être potable. Et puis de toute façon, l'eau sort et les paysans alentours profitent tous de cette eau boostée. Mais le problème, il est toujours là, c'est qu'elle va servir qu'une seule fois. Ah ben l'eau, c'est pas grave.
Tu en rajoutes, tu en remets, elle se réévapore, elle passe du temps, elle se fait énergiser, elle est évacuée, elle est distribuée alentour et la population en profite aussi. Une eau qui est évaporée, qui contient un peu de sels minéraux, le problème, c'est qu'après, où elle va prendre des sels minéraux? Elle va les prendre en ruisselant sur comment dire, sur le calcaire de la pyramide. C'est tout ce qu'il va prendre, mais bon. Moi, je pense aussi qu'il faut se méfier des ondes de forme. Parce qu'il n'y a rien qui prouve que ce n'est pas ton cerveau à toi qui influence. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu crois que c'est la pyramide, mais en réalité, c'est ton cerveau à toi qui influence comment dire, la possibilité de faire germer les plantes et tout, parce que tu y crois. Tu y crois, et comme tu y crois, tu fais l'essai et tu te dis ça marche. Et comme ça marche, tu y crois. Et en réalité, ça ne vient pas de la pyramide en elle-même, ça vient de ton cerveau qui, lui, a une influence sur la germination des graines. Tu vois? Donc, je ne dis pas le contraire. Notre cerveau. Trop hâtive en parapsychologie, parce que c'est un peu comme. Comment? Il y avait, je sais plus, il y avait une histoire de générateur de hasard, comment dire, un petit robot qui avançait au hasard, comme ça. Et ils avaient fait un essai, c'était comme un petit canard, ça avançait comment dire, tiens, ils ont fait cet essai-là, ils ont pris comment dire, des petits canetons. Oui, qui ont pris le robot pour leur mère. Oui. Qui avaient besoin de leur maman. Et ils ont mis une maquette de la maman dans un bassin. Comme ça, mais c'est complètement immobile dans une pièce fermée. Et après, ils enlèvent un rideau et les canetons voient leur mère dans l'eau. Et donc, ils voulaient vérifier si les canetons étaient capables d'attirer la mer vers eux. Alors que normalement, il n'y a aucune force qui attire directement le canard en plastique vers les canetons. Simplement, la puissance de la pensée de ces animaux-là qui ont besoin de leur maman, qui va attirer le truc et qui va faire en sorte que ça se déplace. D'accord, le cerveau aide à la chose. Mais pour les ondes de forme, les gens qui voient l'éther et qui voient les géobiologues qui voient les énergies, voient lorsqu'il y a un angle saillant dans une pièce, que dessous, c'est pas bon. Ils voient la différence. Les Égyptiens ne faisaient jamais d'angle droit, mais ils finissaient à 89, quelque chose ou à 90, quelque chose, parce que l'angle droit est mauvais, paraît-il, hein, au niveau de la santé biologique. Ouais. Donc, ils travaillaient là-dessus. Il y en a un. Dans la chambre du roi, il y en a un paquet. Ben oui, mais justement, ce n'est pas un endroit où on vit, hein, normalement. Hein. C'est un endroit où, par contre, les choses doivent résonner, les sons. Je pense qu'il y a un travail sur le son à ce moment-là, mais c'est une hypothèse. Mais on peut augmenter la chose avec une intention mentale, mais l'intention mentale ou pas d'intention mentale, un objet, même à distance, on voit s'il est harmonieux, agréable ou s'il est repoussant. C'est d'ailleurs ce qui est choquant sur toutes ces nouvelles créations artistiques du nouvel ordre mondial dégueulasse, là, c'est que c'est moche et agressif. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu regardes les pierres qui sont dans la grande galerie, si ça sert uniquement à faire évacuer de l'eau, pourquoi les parois de cette grande galerie ne sont pas lisses comme dans la chambre du roi? Alors que là, tu vois les blocs de pierre, elles sont positionnées différemment jusqu'à la hauteur, jusqu'en haut. Et en haut, tu te retrouves presque avec une forme de toit. Donc, elle a pu peut-être servir à quelque chose. Déjà, les formes, elles sont beaucoup plus harmonieuses. Ce n'est pas des angles droits. Donc, il y a peut-être plusieurs choses. La grande galerie, elle ne fait que supporter le couloir d'accès au-dessus. Il y a un couloir d'accès qui passe au-dessus. D'ailleurs, ils ont découvert là récemment un petit couloir, une amorce de couloir sur 9 mètres de long qui partait juste sous les chevrons de l'entrée principale. Et le pire, c'est que c'est moi qui avais dit à Sébastien Procureur de la mission Scan Pyramide, c'est ici qu'il faut chercher, c'est là qu'il y aura un couloir, parce que moi, je présentais qu'il y avait un couloir qui s'enfonçait plus profondément que ce qu'ils ont trouvé, mais après qui montait au-dessus de la grande galerie pour aller jusqu'à la chambre secrète. Tu vois. Donc, ils ont cherché. Okay. Bon, ils n'ont pas trouvé autant que moi je croyais, parce que
Je pensais que le couloir était plus long, mais il n'y a rien qui empêche, quand ils vont aller percer le truc pour aller dedans, peut-être que par derrière, il y a simplement un mur à défoncer pour avoir la prolongation du couloir et passer après sur le couloir qui est au-dessus de la grande galerie. Ok. Pam, Voilà. tu as Oui. quelque chose à dire par rapport à ce sujet? Pas pour l'instant. Ok. Merci. Est-ce que tu peux, Philippe, nous préciser? Donc, j'ai mis la photo là avec les 5 poutres et le toit aussi. Est-ce que tu peux nous le détailler? Donc, en fin de compte, on voit en dessous qu'il y a la chambre du roi. Ouais, c'est 5 niveaux de poutres, oui. Ouais. Bah, ouais. Après, au-dessus, au-dessus, la chambre qui est juste au-dessus, c'est la chambre de Davison. Après, chaque Ok. chambre, en haut, c'est la chambre de Campbell, celle qui est juste sous les chevrons. En dessous, c'est la chambre de Lady Arbuthnot. Il y a aussi la chambre de Wellington et puis la chambre de je ne sais plus qui, des noms des Anglais qu'ils ont donnés. Mais voilà, c'est une structure qui est destinée à peser un certain poids pour éviter que la pression soulève le couvercle. C'est un peu comme un espèce de couvercle que tu mets sur une marmite. Si tu mets de la pression en dessus, ça va soulever le couvercle. Évidemment, ça ne va pas le soulever énormément. Ça le soulève d'un millimètre, ça suffit pour la merde. Parce que la pression, elle chute tout de suite. À partir du moment où tu as Une fuite. plus une étanchéité, et ben la pression va chuter tout de suite. Ouais. Ok. Il ne faut pas s'imaginer que ça va monter d'un mètre et descendre. C'est pas un piston, le truc. Alors, là, il me revient une idée. Quand je vois sur la partie de droite du schéma la coupe, finalement, des poutres, des 5 niveaux. Tu le vois, le trou. Oui, oui. Le plancher de chacune des chambres des Anglais, là. En fait, on peut y voir une courbe. On pourrait y voir une portée musicale. On peut imaginer que ça représente une fréquence, non? Des fréquences. 5. Ça représente surtout des grosses poutres en granit bien lourdes. Mais tu vois, regarde ce que je te disais tout à l'heure à propos de ce trou-là. Tu vois, c'est celui-là, ce trou qui est à l'origine. Si tu veux le problème, tu vois, les chevrons ici, ils appuient là. Et comme là, ils ne peuvent plus appuyer, la charge des chevrons, elle se reporte d'un côté et de l'autre côté du trou. Le trou en lui-même, c'est comme des chevrons. Et en appuyant sur cette partie-là, ils n'auraient pas dû appuyer sur cette partie-là, mais comme l'autre con, il a fait un trou, ben la charge, elle va de ce côté-là et de ce côté-là, et c'est ça qui a créé le problème de fissuration des poutres. Bon. Et justement, est-ce que une personne avait accès, comme toi ou moi ou quelqu'un d'autre, pouvait rentrer dans la chambre de Davidson ou pas du tout? Attends, il voulait rentrer dans la chambre de Davidson et faire quoi? Ouais. Est-ce que quelqu'un pouvait rentrer dans toutes ces chambres des Anglais là? Non, ces chambres-là au-dessus, non. Au départ, il y avait que le passage ici. Il y avait que le passage là qui a été créé parce qu'en haut, il y a des joints. Pour aller faire les joints ici, il fallait un passage pour sortir. Après, il y a comment il s'appelle, Howard Wise, qui lui a creusé un puits vertical à la poudre à canon et il est monté jusqu'en haut, jusqu'au chevron. Et donc, il a découvert tout le reste des chambres au-dessus. Mais au départ, il n'y avait pas eu Howard Wise. Toutes ces chambres étaient complètement fermées, personne ne pouvait aller dedans. Tu vois, c'est quand même bizarre qu'ils n'aient pas rempli ces espaces vides, puisque le but, c'est de faire du poids. Alors, par contre, puisque c'est vide, il y a un espace de résonance là particulier. C'est pas ça. Le but, c'est de faire un certain poids, mais aussi de ménager un espace. Quand tu vois cet espace-là, là, de la chambre du roi, si tu viens ici, tu montes jusque là en dessous, tu as exactement la même superficie que la chambre du roi. Mais cet espace-là, lui, il sert de sous-botte de sécurité. C'est-à-dire, si jamais tu as une fuite d'air comprimé qui passe à l'étage au-dessus, tu n'as plus assez de poids de granit pour compenser les effets de la pression. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont créé une dérivation. Comme ça, l'air comprimé qui passe là, il fout le camp dans la grande galerie et se décomprime dans la grande galerie. Tu vois. Et ça protège la chambre secrète des effets de la pression.
elle est vraiment secrète, cette chambre, parce que pour inventer un système ingénieux comme ça, il faut vraiment qu'elle soit secrète. Hein. Ben non, c'est parce qu'ils ont fait des. Ils ont, comment ça s'appelle ils ont fait des choses qui ont plusieurs fonctions. Donc, la plupart du temps, si tu cherches en croyant que c'est monofonction, bah, tu vas te planter, tu ne vas rien comprendre. Mais quand tu essayes de comprendre les plusieurs fonctions que peuvent avoir certaines choses dans la pyramide, c'est là que tu comprends que ce qu'ils ont fait, c'est loin d'être con. Hein. Ils ont fait au mieux, compte tenu des, comment dire, des objectifs à atteindre, ils ont fait vraiment pour le mieux. Alors, est-ce que tu peux nous parler de de cette fameuse photo-là? Donc là, on se trouve dans la chambre du roi, en dessous, là, en bas, avec Ouais. les 5 chevrons et le fameux système qui se trouve en bas à droite. Donc, le petit passage, une fois qu'il est ouvert, qui fait évacuer l'autre, qui descend dans la grande galerie. C'est Ouais. ça? Non, c'est ce que je voulais montrer là-dedans, c'est pas ça. C'est que Houdin, c'était une critique de la théorie de Houdin, quand il disait qu'il y avait un ascenseur dans la grande galerie, quand ça tire les pierres, les poutres, si tu veux, si tu les tires dans ce sens-là, les poutres, elles risquent de basculer dans la chambre ou de basculer dans les espaces vides. Par contre, si tu les mets dans l'autre sens, si tu mets, au lieu de les pousser du sud vers le nord, tu les pousses de l'est vers l'ouest, là, elles restent toujours en appui sur les bords. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc, je voulais montrer simplement, par cette là, c'était une grosse connerie de faire un ascenseur à pierre dans la grande galerie, parce que les poutres sont tirées du mauvais côté. D'accord. C'est ce que j'ai voulu montrer. Oui, dans cette grande galerie, il y a aussi des créneaux réguliers de part et d'autre de la descente dont on se demande à quoi ils servaient. Hein. Est-ce qu'il n'y avait pas une structure en bois à une époque qui faisait comme un échafaudage intérieur? Ah si, il y avait automatiquement un échafaudage intérieur, parce que de toute façon, il fallait aller faire le passage. Et le passage, si tu veux, ils n'allaient pas monter de 8 mètres de haut pour aller faire le passage. Donc automatiquement, tu avais. D'ailleurs, ils ont trouvé des morceaux de bois à un endroit qui montre que. Enfin, c'est pas des morceaux de bois. Ils ont trouvé comment dire, des morceaux de burinés comme s'ils avaient voulu enlever du bois. Voilà, tout au long de la grande galerie, sur toute la longueur. C'est un peu comme s'il y avait eu un échafaudage et qu'ils auraient voulu enlever le truc. Tu vois, regarde, elle m'intrigue quand même cette grande galerie. Quand tu vois comment dire, les blocs de granit, comment ils sont positionnés par rapport au reste. C'est du calcaire, hein, la grande galerie, c'est pas en granit. Oui, du calcaire. Ça me paraît, c'est pas du lisse. Tu vois, comme le disait Pam, ça servait peut-être à quelque chose d'autre. Ouais. Alors, c'est pas du lisse, je pense que ça s'est usé, puis les touristes, ils ont tous voulu prendre un petit morceau. Ouais, mais bon, c'est pas du lisse non plus. Quand tu vois les blocs de pierre, comment ça se chevauchent, c'est pas. Il y a quelque chose qui est quand même intriguant avec cette grande galerie. Passer 2 mètres de haut, les touristes, ils n'atteignent pas plus de 2 mètres de haut. Après la grande galerie, elle fait quand même 8,60 m de haut. Ouais. Voilà. Je pense qu'elle avait peut-être une deuxième fonction, elle aussi. Bah, elle en a 6 des fonctions. Moi, j'ai fait une vidéo, à quoi sert la grande galerie? Tu vois là, par exemple. Tiens, vous voyez, on fait la petite découpe de la fameuse le conduit qui mène à la chambre secrète en jaune là. Le couloir qui monte jusqu'à la chambre secrète. Et là, tu vois, ici, on trouvait aussi une anomalie thermique, comme il y avait quelque chose derrière. Et moi, j'ai supposé que c'était justement un passage qui permettait de descendre comme il fallait. Si tu veux, le problème, c'est que en bas du couloir ascendant, les bouchons, ils ont été mis dès l'origine de la construction. Donc, ils ne pouvaient pas passer par le couloir ascendant pour faire le haut. Donc, ils étaient obligés de passer par ce couloir-là et après par le dessus de la grande galerie pour aller faire tout le reste, quoi. Mais tiens, à titre par hasard, une fois que le système était terminé, on peut dire que quand même, s'ils avaient envie de changer les bouchons, ils pouvaient quand même avoir accès à cette fameuse galerie en haut. Ils pouvaient avoir accès pour aller à la chambre secrète sans ce système-là. Bah, non, ce qui se passe, c'est que avec le système qu'ils ont créé dans la grande galerie, il y a de grandes chances, si tu veux, pas dans la grande galerie, mais dans la chambre du roi, le système où la pierre s'enfonce,
il y a de grandes chances que ça libère aussi une herse qui se trouve et qui bloque l'accès à la chambre secrète. D'accord. Ah ouais, d'accord, ok. Ça veut dire qu'eux, ils auraient pu avoir que accès à cette galerie, uniquement à la galerie, et le reste, ils n'auraient pas eu à avoir accès. Ouais, tu vois, il y avoir peut-être. Bah, je suppose, hein, à mon avis, c'est comme ça, parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller faire bouger une pierre s'il n'y a pas un mécanisme, comment dire. Ils ont fait une chambre de rétention en bas, ils ont mis une salle avec des conduits pour recevoir la pression, etc. Et ben, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire ça s'il n'y a pas un mécanisme. Et l'intérêt d'un mécanisme, c'est automatiquement de permettre l'accès à une chambre secrète. Sinon, ça ne servait pas à grand-chose. Bah, moi, si tu veux, je posais cette question uniquement au cas où ce système était défaillant. Je pense que vous avez peut-être mis au point un système de secours pour avoir accès. Et c'est pour ça que je me posais la question qu'une fois que tu enlèves les bouchons où il y a le numéro 5 pour justement avoir accès dans le fameux couloir pour aller à la chambre secrète, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, si leur système ne fonctionne pas, ils ont quand même pu mettre en place un deuxième système. Il n'y a rien qui est inviolable. Regarde comment ils ont contourné les bouchons en granit du couloir ascendant. Et quand ils ont vu les bouchons, ils ont creusé dans le calcaire autour, ils ont débouché de l'autre côté. Donc, si tu veux, il n'y a rien qui est inviolable, c'est du calcaire autour. Le calcaire, ça se bloque, ça se perce du moins. Si tu, comment dire, et là, on peut voir. Tiens, voilà, c'est ce que je voulais faire voir, Pam. C'est le fameux système que tu remplis la chambre du roi. D'accord. C'est la petite, regarde. Ah voilà, tiens, c'est là la chambre où elle est. Tu vois bien la chambre secrète en jaune. Tu vois. D'accord. Ah, aussi grande que ça. Et tu vois elle est aussi grande que la chambre du roi. La chambre du roi, elle est là en bas, là. Ici, ouais, mais elle est aussi grande, la chambre secrète. Bah oui, c'est la même taille que la chambre du roi, ça. J'ai mis ça la même taille que la chambre du roi. C'est pour ça que quand tu es ici avec les machines à muons, tu vois le trou, mais ça, tu as un vide devant un vide. D'accord. Et tu as vu, Pam, le fameux système qu'une fois que tu as rempli la chambre du roi, là, je vois le conduit vertical très bien dessiné. Il est vraiment comme ça, bah ouais. entre la chambre souterraine et oui, ça plombe. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu aperçois que là, la pierre, elle est exactement au bon endroit, celle qui s'enfonce dans la chambre du roi. Et quand tu tires verticalement, tu évites la chambre de la reine parce qu'elle est plus courte, et tu arrives en plafond de la chambre souterraine, pile à l'endroit où il y a une marque en plafond, un creux dans le plafond, qui montre qu'il y a une amorce de conduit, quoi. Bien. Alors c'est pareil, quand l'eau va tomber là-dedans, bah, avec la pression de l'eau, ça va faire éclater le tympan. Regarde, Pam, je te remets la vidéo quand tu remplis la chambre du roi. Vas-y, on voit. Elle n'est pas trop froide, l'eau, là? Oh, 27 degrés. Tu vois? Tu l'as vu? Elle est vraiment courte. Hein. Oui, mais elle est efficace. J'avais une petite question. Tiens, regarde, il y en a encore une autre. Là aussi, c'est intéressant de savoir comment ils ont fait l'étanchéité. Parce qu'on compte. C'est ça, ouais, c'est intéressant, l'étanchéité, comment ils ont pu. Ouais, le sarcophage, il est là, à l'origine. Il est évidé parce que c'est plus facile à mettre en place une pierre creuse qu'une pierre pleine. Donc, ils ont pris un rebut de sarcophage. Ici, ils ont coincé de l'argile entre la herse et le sarcophage. Ce qui fait que l'argile, c'est une pierre, si tu veux, qui se dilate quand tu mets de l'eau dedans. Et ça fait étanchéité. Et donc, quand tu mets le sarcophage et de l'argile coincée entre deux parois verticales et qui ne peut pas bouger, automatiquement, ça va créer un bouchon pour la flotte. Et ce qui se passe, c'est que quand le mécanisme ici fonctionne, il y a en fin de compte, il y a une pierre qui va tomber, qui casse une poterie, et la poterie, ça va faire descendre le sable. C'est pour ça qu'ici, tu as une petite marge de 2 cm
Et là aussi, parce que cette partie-là, elle est plus basse, parce qu'elle est destinée à s'enfoncer. Et en fin de compte, quand là, ça va se libérer, les airs, ça vont s'enfoncer tout de suite. Ils ont mis des airs supplémentaires pour répartir mieux le poids, pour faire un ensemble pour pas que ça bascule. En fin de compte, c'est pour ça, c'est pour bien répartir le poids. Et tout ça, ça va descendre. Et en descendant, ça libère l'eau. Ça libère l'eau de la chambre du roi. Alors, le rebut de sarcophage, il est dans ce petit conduit carré haut d'1 mètre. Il est dans le couloir qui mène à la chambre du roi. Il me semblait qu'il était trop grand pour entrer là-dedans. Non, pas sans le couvercle, non. Avec le couvercle. Il n'y a jamais eu de couvercle. Sans le couvercle, non. Il n'y a jamais eu de couvercle. Je pense même qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait un, puisque c'est pas une. On sait qu'il n'y a jamais de couvercle d'abord parce qu'il n'en reste aucun morceau. Et je ne vois pas dans quoi le granit intéresserait d'éventuels pilleurs. Voilà, non seulement il n'y a pas de morceau, mais en plus de ça, ils ont buriné le sarcophage. Même les bords internes du sarcophage sont burinés. Oui. Donc, c'est un peu n'importe quoi, le truc. Ah ben, c'est les touristes, ils veulent prendre un morceau en partant. Ouais, c'est ça. Et avant que les services d'archéologie sévissent, outre mesure d'ailleurs, on ne fouillait pas les gens à l'entrée et tout le monde venait avec son petit piolet, là, je pense. Ils cherchaient tous un trésor, de toute manière. Il y a eu des centaines d'années de recherche de trésors là-dessus. Alors, j'ai une petite question. Il y a une ressemblance quand même entre la coupe de la Grande Galerie, qui est comment on va appeler cette forme-là, crénelée là quelque part, et aussi cette même forme dans la chambre qu'on va dire de la reine, dans un mur en renfoncement. Ouais, c'est la niche. Est-ce qu'il y a une résonance entre les deux? Ouais, bah la niche, si tu veux, c'est un peu l'empreinte du couloir que tu vas retrouver au-dessus de la Grande Galerie. Tu vois, la niche, elle fait exactement 2 coudées de large. Donc, ils ont fait un essai, et en fin de compte, tu retrouves cette niche, disons, juste au-dessus de la Grande Galerie. Tu vois? Oui, à peu près. Tu vois pas, mais t'imagines un couloir qui est comme la niche, mais qui se balade au-dessus de la Grande Galerie, sur toute la Donc, une petite grande galerie au-dessus, quoi. La même chose, en plus petit. Oh, la même longueur, mais oui, en plus petit. Oui, voilà. Au niveau de la, comment dire, la même largeur, longueur, la largeur au sol, ouais. C'est plus étroit. D'accord. Elle fait les 2 coudées. Au sol, elle fait les 2 coudées à peu près, quoi. Voilà, ça fait 2 coudées exactement. 2 coudées exactement, et après, elle se rétrécit. Ok. Bon, on va arriver presque à un terme à notre vidéo. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Pam, en premier? Moi, je suis ravi d'avoir fait connaissance de Philippe L'Heureux. Et non, je crois que toutes mes questions sont venues, là, sont passées. On pourrait toujours en trouver, mais une autre fois, au plaisir. Oui. C'est vrai que de toute façon, la Grande Pyramide, elle fascine toujours. Et on se pose toujours des questions, on aura toujours des questions à se poser. Elle aura fait couler beaucoup d'encre, celle-là. Ouais. Compte tenu du nombre de écrits, le nombre de conneries qui ont été dites. Une fois, il avait dit que c'était une machine à créer des pyramidiaux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à côté, c'est un peu ça, à créer des pyramidiaux. Moi, c'est une polymachine. Alors, Philippe, qu'est-ce que tu as rajouté? Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Je ne sais pas, pour l'instant, je suis en train de sévir sur le forum ddchampeau.com, qui est un forum d'égyptologie, où j'ai des sujets qui sont ouverts, notamment sur les 5 plafonds de la chambre du roi, sur la partie basse du couloir ascendant, et puis sur les conduits de la chambre de la reine. Je me suis occupé de 3 sujets, et ça chauffe bien, disons, entre entre les passionnés d'égyptologie et moi, ce que je raconte. Ça vaut le coup d'aller voir ça quand même. Ça doit être pas mal, hein, ça doit être assez. Il y a des petites étincelles qui doivent sortir. Non, mais je veux dire, il y a pas mal de photos que tu ne retrouveras jamais nulle part ailleurs,
parce qu'ils ont des sources comme ça qui sont super intéressantes. Voilà, et puis les mecs, bon, ils sont pas cons hein, non plus. Ouais, bah oui. Le seul problème, c'est que on leur a dit un truc, comme on dit, ils ont été éduqués, mais ils n'arrivent pas à se libérer de cette éducation pour penser différemment. Quoi. Alors, j'ai un dernier mot. Il faut les comprendre. Ils ne sont pas aidés. Ils se basent sur une science qui s'avère être très souvent fausse ou approximative. La physique, l'astronomie, tout. Et même la médecine. C'est ça. Philippe. Ah ouais, mais de toute façon, en science, il y a toujours des individus qui viennent chambouler les connaissances. Hein. C'est ça. Il n'y a rien de figé en réalité en science. Normalement. Tout peut évoluer, tout peut changer. On peut faire une découverte, on peut faire. Mais alors moi, ce qui m'énerve, c'est quand on me reproche, on dit oui, mais ta découverte ne cadre pas avec la vérité historique, avec ceci, avec cela, etc. Donc ça ne peut pas exister. Et moi, je leur dis toujours, le mécanisme denticitaire, je ne sais pas si tu connais le mécanisme denticitaire. Oui. Tu en as parlé. Lui non plus, il ne cadre pas avec les connaissances de l'époque. Un ordinateur. Et pourtant, il existe. Il existe. Et on n'était pas censé avoir des roues dentées et tous ces mécanismes-là à cette époque-là, quoi. 500 ans avant Jésus-Christ. Alors que ça a été redécouvert dans l'horlogerie plus vers le XVIIe siècle. Tu vois. Donc, il y a quand même un sacré saut dans le temps entre la découverte et la redécouverte. Et alors, c'est bizarre aussi, c'est que moi, on me dit aussi, il faut que ça soit, si un principe va être utilisé, il faut automatiquement qu'il soit utilisé dans d'autres pyramides. Sinon, ton principe n'est pas valable. Mais c'est pareil pour la machine denticitaire. Nulle part ailleurs, tu l'as vu, ce truc-là. Nulle part ailleurs. C'est comme ça. Ils ont des phrases faites pour couper la parole et rabattre les gens. Mais il y en a aussi qui disent toute déclaration incroyable exige des preuves incroyables. Je ne suis pas d'accord du tout. Ça dépend à qui on parle. Moi, je parle à un petit enfant, mes déclarations vont très vite être incroyables. On parle à quelqu'un qui a expérimenté. Non, on passe à une discussion courante, n'est-ce pas? Donc, tout dépend de ce dont on parle et avec qui. Ouais, et puis moi, je veux dire, il y a des auteurs, il y a plein de gens qui ont écrit des bouquins sur la pyramide. Je ne suis pas le seul à en avoir écrit un. Et moi, j'ai écrit le mécanisme secret de la grande pyramide d'Égypte. Avant, j'avais déjà fait 3 bouquins aussi sur le sujet, mais eux, ils vont te reprocher en disant oui, tu fais du lobbying pour ton bouquin, etc. Ils ne te prennent pas au sérieux parce que tu as écrit un bouquin. Alors, le problème, c'est que si tu n'as pas écrit de livre, tu ne connais pas le sujet. Donc, tu n'as pas le droit de parler. Parce que tu ne connais pas le sujet, tu n'as pas écrit de bouquin. Ils vont dire si tu veux parler, il faut écrire un bouquin. Dès que tu as écrit ton bouquin, on dit tu n'as pas le droit de parler parce que tu as écrit un livre. C'est incroyable, hein, comment couper court. Je te dis, des fous. On fait un pile ou face, pile je gagne, face tu perds. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de parler, c'est chasse gardée, et puis c'est tout. C'est ça. Voilà. Dis-moi, Philippe, depuis qu'on a fait notre interview la dernière fois, tu as refait d'autres émissions? Non. Non, je te dis, je suis en train de sévir sur les forums, là, pour l'instant. Ah, c'est bien ça. Par contre, j'ai fait une nouvelle vidéo sur comment ça s'appelle? Sur une enquête sur les blocs bouchons du couloir ascendant. Elle est disponible sur mon site internet. Ok, j'irai voir ça. Il faudra mettre l'adresse sous la vidéo. Enquête sur les blocs bouchons du couloir ascendant. Et c'est le seul truc que j'ai fait, disons, après l'interview. D'accord. Donc, il se trouve sur ta chaîne. Ouais. Ok. Sur la www.grande-pyramide.fr. Ok. De toute façon, je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Comme ça, les gens ils pourront aller voir, comme la dernière fois, ils pourront aller voir sur ton site internet et puis sur ta chaîne YouTube pour voir les vidéos de présentation que j'ai mis pendant l'interview. Je vais rajouter encore quelque chose. Pam, tu as encore quelque chose à rajouter? Non, vraiment. Tout va bien, merci. Vous n'avez plus rien à rajouter? J'ai bien mangé. Je reviendrai. Ok. En tout cas, merci beaucoup à vous deux.
C'était vraiment fort sympathique parce que c'est vrai que la première fois sur à chaud comme ça, on a pu aborder des choses qu'on n'a pas pu aborder la dernière fois. Et franchement, je pense que peut-être, pourquoi pas une troisième émission. Hein. Ouais, pourquoi pas. Il y a toujours des trucs à dire sur la pyramide. Ouais. Et avec notre cher ami Pam, parce que Pam aussi, il est très croustillant de ce type de sujet. Je le suis assez régulièrement, lui aussi. Il a des connaissances dans tout un tas de domaines. C'est ça. Je veux dire, je m'intéressais à tous ces trucs-là avant. C'est pour ça que je sais qu'il a des connaissances dans ce domaine-là. Parce que j'ai lu tous ces trucs-là. Des histoires de condensation dans la grande galerie, des histoires d'ondes de forme, des histoires de résonance, etc. Je suis au courant de tous ces trucs-là, si tu veux. Bon, même si je ne les ai pas retenus pour ma théorie. Mais voilà quoi. D'accord. Yes. OK. Je vous remercie à tous les deux. Je vous souhaite une bonne soirée à vous deux. Je vous dis à très bientôt. Bougez pas, restez avec moi quelques minutes et je vous dis à la prochaine. Et merci encore. Hein. Bonsoir tout le monde. Au plaisir. Vous restez avec moi? Oui.